Bonjour, alors l'IACE se penche actuellement sur la question de l'informalité en Tunisie et sur les solutions pour remédier à ce phénomène qui sont toujours malheureusement en suspens. C'est dans ce sens que nous menons une série d'entretiens et d'interviews avec différents spécialistes afin de discuter de ce phénomène sous plusieurs angles, que ce soit économique, social, financier, etc. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et j'ai l'honneur de retrouver et d'interviewer professeur Philippe Ader. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Merci donc de m'inviter. Très succinctement, donc je suis, comme indiqué, un professeur émérite à l'Université Paris-Créteil, membre du laboratoire Érudite. Et cela fait bien longtemps, disons, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'informalité plutôt sous l'angle de l'agriculture, qui est une partie importante, quoique en régression, aussi bien en Tunisie que dans les pays MENA, à la fin des années 70, à la suite d'un séjour de 2 ans en Algérie. Et j'ai continué à travailler plus précisément plutôt sur le milieu urbain et sur les entreprises à partir des années 1990, à la suite d'une mission Banque mondiale. Puis j'ai continué en Europe, dans l'Union européenne, dans l'Europe dite de l'Est, notamment en Roumanie. Puis j'ai travaillé à nouveau en Algérie, puis je suis allé faire une mission en Tunisie. Et donc, je dirais que ça fait une bonne trentaine d'années que je travaille sur cette question, en particulier dans la région MENA. Mais je suis loin d'être le doyen des études, puisque mon collègue et ami Jacques Charme, avec lequel j'ai publié un certain nombre de travaux, a inauguré en Tunisie, figurez-vous, les études sur l'informalité en 1975, ce qui ne nous rajeunit pas, et je n'ose pas penser, mais à l'époque, vous n'étiez pas encore né. Et Pas Zaïd faux. non plus d'ailleurs. Voilà. Donc, Oui, je pas pense faux. que c'est suffisamment détaillé pour vous. Je ne vais pas réciter mon curriculum vitae. Je ne crois pas que ce soit l'objet. Et si besoin était, vous me le demandez, je vous l'enverrai. Parfait. Merci encore, professeur, d'avoir accepté de faire partie de ces interviews pour parler plus de l'informalité. Mais avant tout, on voudrait commencer par dissiper toute confusion sur les différents aspects qui définissent le phénomène de l'informalité et faire la différence entre les différents concepts qui sont alentours et qui contourent ce concept de l'informalité, que ce soit la différence entre informalité, secteur informel, économie informelle et aussi économie souterraine. Alors, vous touchez juste parce qu'en fait, il y a une source de confusion qui est relative au concept d'informalité, qui est le premier apparu en 1971 au Ghana, puis qui a été étudié en Afrique de l'Est, au Kenya, à peu près à la même époque, en 72. Et c'est une définition assez vague qui n'a finalement été détaillé, formalisé qu'à partir de 1993 par le Bureau international du travail, qui avait participé à la première étude sur l'informalité en Afrique subsaharienne. Puis se sont prolongés des travaux que j'ai mentionnés, notamment la première enquête réalisée par Jacques Charme en Tunisie, et dans d'autres pays, notamment d'Afrique, de la région MENA, mais aussi d'Amérique latine. Et c'est devenu un phénomène non seulement d'intérêt sur le plan intellectuel pour les chercheurs, mais un enjeu majeur sur le plan économique, puisque ça représente plus de 50% de la main-d'œuvre occupée dans les pays MENA et en Afrique subsaharienne certainement plus, ainsi que dans le sud-est asiatique. Donc peut-être pour marquer les enjeux et ensuite définir
les concepts qui sont en effet flous. Je dirais qu'on est dans une recherche d'un concept un peu volatile parce que dans sa définition même, il peut recouvrer plusieurs réalités. Alors d'abord, est-ce que c'est un enjeu ou pas, ou est-ce que c'est juste une manie de quelques chercheurs comme moi qui cherchent à occuper leur loisir? Alors la réponse est que c'est un véritable enjeu si on prend en compte le taux de chômage dans la région MENA, qui est le plus élevé au monde, près de 30% en moyenne, et le chômage des jeunes est plus particulièrement élevé, avec une distinction d'ailleurs entre les hommes et les femmes. La deuxième chose qui mérite d'être mentionnée, comme je viens de le faire, c'est que la moitié des jeunes au moins occupent un emploi informel en 2020, selon le tableau qui figurera bientôt à l'écran. Ce que l'on sait de manière un peu plus précise, c'est comment ces jeunes accèdent, puis demeurent ou cherchent à sortir de l'informel. Notamment, on a une enquête longitudinale sur cohorte, dite par panel en Égypte, en Jordanie, dans une moindre mesure, ce n'est pas tout à fait un panel, en Tunisie, enquête sur le marché du travail, qui malheureusement montre que les jeunes qui commencent un emploi vulnérable ou informel sont peu susceptibles de trouver un meilleur emploi au fil du temps. Ça ne veut pas dire que tous sont immobiles ou tous ne peuvent accéder, mais disons que les conditions sont difficiles et j'essaierai de répondre, c'est l'une des autres questions que vous avez posées dans la batterie de questions. Deux points significatifs, ça devient un enjeu d'autant plus important que les conditions du marché du travail se sont détériorées au cours de la décennie précédente, disons depuis 2010, en tout cas en Égypte et en Tunisie, dans une moindre mesure en Jordanie. Donc gardons à l'esprit qu'effectivement, les situations peuvent différer selon les pays. Enfin, la récession de la Covid-19 a eu de très fortes conséquences négatives, en particulier sur les femmes qui ont quitté la population active, sachant que la participation des femmes dans les pays MENA, y compris, et c'est pourtant un des pays les plus avancés en Tunisie, est particulièrement critique. Donc là, il y a une perte de potentiel qui est absolument monumentale. Comme disait le poète, l'avenir viendra des femmes, à condition qu'elles veulent prendre leur avenir en main, ce qui est possible, mais il y a un certain nombre d'obstacles. Alors, vous me disiez, voilà, quelques données concernant ces trois pays qui ont fait l'objet d'enquêtes longitudinales. Je ne m'attarde pas là-dessus, ça vient juste illustrer le fait que ce sont effectivement des proportions importantes. On voit que les occupés informels sont plutôt des hommes, et on voit que ça s'est accru du point de vue de la participation à l'informel. En Égypte, Tunisie, c'est difficile à dire, et Jordanie, par contre, ça a un peu décru concernant les femmes en Jordanie. Alors, voilà, vous me demandiez comment peut-on distinguer. Alors, l'informalité et l'économie informelle, c'est la même chose. L'informalité, c'est un terme vague qui permet de rajouter du flou à du flou, si j'ose dire, c'est-à-dire à montrer que finalement, on peut englober un certain nombre de phénomènes. Alors, c'est un peu la même chose que lorsqu'on fait de l'analyse multidimensionnelle. On peut avoir des gens qui sont dedans et dehors à la fois. Ça dépend du critère que l'on choisit. Et comme nous sommes dans une analyse multicritère, où on prend en compte le genre, où on prend en compte l'âge, où on prend en compte le niveau de capital humain, où on prend en compte éventuellement d'autres critères, tels que par exemple milieu urbain, milieu rural, on aboutit à une logique des ensembles flous au sens de la théorie mathématique des ensembles flous, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre en considération. Alors il y a une façon de discerner, mais je ne dirais pas de séparer le flou, c'est de prendre en compte les composantes. Alors vous avez une composante qui est marchande et une composante qui est non marchande. Vous avez ensuite une composante qui est légale et une composante qui est illégale. Si l'on veut aller jusqu'au bout de la logique, nous voyons que le plus à droite, pardon, alors on commence par la gauche. Le plus à gauche possible, nous avons une activité marchande, mais qui est illégale. D'accord. Si on ajoute, on appelle ça l'économie criminelle.
tout ce qui est formellement interdit, l'exercice illégal de la médecine, la prostitution, le trafic de drogue, d'objets volés, tout ça, ça fait partie de l'économie criminelle qui est indiscutablement marchande et qui génère des revenus. Nous avons ensuite, alors c'était l'objet de votre question, l'économie souterraine. Alors ça s'est un peu décalé bizarrement dans mon, je ne sais pas pourquoi, dans mon PowerPoint. Donc vous avez deux sortes d'économies souterraines. Une économie souterraine statistique, ce qu'on n'arrive pas à mesurer parce que ce n'est pas enregistré, et une économie souterraine économique qui vise essentiellement à détecter la fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale, des activités des entreprises qui ne souscrivent pas aux critères d'enregistrement ou qui ne paient pas leurs impôts ou qui ne s'affilient pas à la sécurité sociale. L'économie informelle est tout aussi légale, mais elle se distingue par le fait que l'on prend en compte le travail salarié et non salarié qui est non déclaré, quelle que soit la raison. Donc on ne fait pas d'hypothèse sur la volonté de ne pas s'affilier ou de ne pas s'enregistrer, comme c'est le cas dans l'économie souterraine. Et enfin, vous avez une dimension non marchande qu'on appelle domestique, mais qui comprend aussi un élément qui est maintenant intégré dans l'économie informelle, c'est-à-dire la production à usage final ou à compte propre des ménages. Alors tout ça reste encore très flou, mais si on regarde le carré arrondi et l'ovale, on voit deux choses. Première chose, nous avons une économie marchande qui fait partie de l'économie non observée, qui est un sous-ensemble, et qui comprend l'économie illégale, l'économie souterraine et l'économie informelle. C'est aussi ce qu'on appelle en anglais la shadow economy, que l'on mesure de manière indirecte à travers les boîtes noires qu'on appelle les traitements économétriques. Puis nous avons une dimension légale qui comprend l'économie souterraine, l'économie informelle et l'économie domestique. Okay. Donc l'économie non marchande n'est pas prise en considération dans la shadow economy, alors qu'elle peut être prise en considération si on prend en compte la légalité. La légalité étant d'ailleurs un problème de définition. Par exemple, un exemple très connu, en Europe occidentale, la prostitution n'est pas illégale, par contre, l'exploitation est illégale. Dès lors, si on se place de ce point de vue, on a évidemment une définition qui est distincte de celle que l'on pourrait appliquer, par exemple, en Tunisie ou dans les pays MENA. Tout dépend, Voilà, ça c'est-à-dire c'est une définition qui avait été établie par l'OCDE et qui nous montre simplement qu'on est dans un fractionnement ou dans une classification des données, ce qui est typique d'un ensemble flou. On peut être une femme et porter des lunettes, ce n'est pas votre cas. On peut être un homme et porter des lunettes, ça peut être mon cas. Ce qui nous distingue, c'est le fait de porter des lunettes et ce n'est pas le fait d'être un homme ou une femme. Mais si on veut prendre en compte le critère du genre, alors on aura double critère. Et donc, du coup, on commence à établir des distinctions qui sont riches, informatives et évidemment, par définition, floues. D'accord. On peut essayer d'aller un peu plus loin, puisque c'est l'objet de votre question, donc je ne vais pas me défiler. Hein. Alors, pardon, moi j'ai été un peu vite. Alors, l'économie informelle, si on rentre dans les définitions et les méthodes, nous avons deux choses que l'on mesure par l'emploi plus que par la valeur ajoutée. Nous avons l'emploi dans le secteur informel, c'est-à-dire tous les emplois dans les entreprises du secteur informel, qui sont essentiellement des micro-entreprises, le plus souvent d'une seule personne, qui est auto-employée, et au maximum de 5 personnes. Ça, c'est la définition entreprise qui avait été établie par le BIT dès 1972 et qui a été officiellement reconnue en 1993. Alors, ça requiert des enquêtes spécifiques qui ne sont pas menées. Ça fait fort longtemps qu'en Tunisie, on n'a pas fait d'enquête sur les entreprises qui visent plus particulièrement les micro-entreprises. L'un des rares pays MENA, au Maghreb plus exactement, qui a réalisé ces enquêtes, c'est le Maroc. Alors, j'ajoute à ça un deuxième élément. Donc, le premier, c'est le secteur informel. Donc, c'est
la définition entreprise, un deuxième élément qui est l'emploi informel, c'est-à-dire tous les emplois informels occupés dans les entreprises formelles, informelles ou dans les ménages. Et ça, c'est une définition emploi qui a été établie par le Bureau international du travail en 2003 et que l'on peut repérer à travers les enquêtes sur les forces de travail. Là, on s'adresse aux ménages, on s'adresse aux individus, on ne s'adresse pas aux entreprises. Alors, le plus souvent, si on fait une enquête mixte, on arrivera à recouper en partie ce qui est présent dans les entreprises et ce qui est la définition même du statut professionnel des ménages. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, du coup, nous retombons dans le flou que j'ai évoqué. Si j'ajoute sous l'angle de l'emploi, l'emploi dans le secteur informel et l'emploi informel au sens plus large, on peut alors définir l'informalité ou l'économie informelle comme l'ensemble des activités des travailleurs ou des entreprises qui ne sont pas ou peu couvertes par la réglementation sociale, de par la loi en pratique. Pas de protection sociale, pas de convention pour les rémunérations, les accidents du travail, que sais-je. Ça, c'est la définition la plus large que donne le BIT en 2013. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, puisque à l'heure actuelle, le BIT travaille sur une définition qui serait un peu plus large et un peu plus précise. C'est encore en cours, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ce que l'on peut retenir, ce sont deux choses. L'emploi dans le secteur informel est la principale composante de l'informalité. Ce qui frappe, c'est le cas en Tunisie comme bon nombre de pays MENA, c'est la multiplicité des petites entreprises dont la plupart sont informelles. Ça va évidemment de la vente à la sauvette au coin de la rue, en passant par des entreprises qui ont pignon sur rue et qui payent la patente, mais qui envoient des colporteurs qui, eux, ne sont pas déclarés. Et l'emploi informel, qui est l'ensemble un peu plus vaste, mais qui, dans les entreprises formelles ou les ménages, représente une part plus limitée. L'ampleur de l'informalité, on l'a vu, varie selon les pays MENA. Je fais une petite pause là. Est-ce que vous pensez qu'on a un petit peu plus avancé dans la définition? Clairement, même si j'ai des knowledge, des connaissances par rapport à les différents aspects que vous venez de définir, mais ça m'a éclairé un peu plus sur tout ce qui est, on va dire, euh, c'est pas le chevauchement, mais des liaisons vraiment particulières entre les différents concepts, et Vous avez c'est raison. très important. Il y a des chevauchements. Il y a des chevauchements, puisqu'on est dans les ensembles flous. On peut porter des lunettes ou ne pas porter des lunettes. Ça ne définit pas le genre. Exactement. Et on peut définir Et le genre en fonction du milieu rural ou urbain ou en fonction du chômage sans tenir compte des lunettes, qui est une variable dont on se moque en fait. C'est un mauvais exemple exprès pour provoquer un peu. Donc vous avez raison, on n'a pas complètement levé la difficulté, on essaie de dessiner à grands traits des éléments aussi clairement définis que possible, sachant que c'est ça qui va déterminer ensuite le type de politique et de mesures que l'on veut prendre pour essayer de surmonter cette difficulté majeure, qui est une exactement. difficulté sociale, un gaspillage économique et un problème de mesure qui est un casse-tête bien connu des statisticiens qui sont là pour tout simplement avoir la migraine quand ils commencent à travailler sur le sujet. Et je voulais en fait apporter quelques commentaires ou rebondir par rapport Je à vous en deux prie. choses que vous avez évoquées. Euh, euh, la première, c'est par rapport les derniers travaux de l'OIT. Nous sommes en train de les suivre, surtout par rapport à la dernière conférence qu'il s'est tenue en octobre, je pense la deuxième semaine d'octobre. C'était sur les indicateurs et statistiques réalisé par l'OIT, et c'était vraiment spécifique à l'indicateur de l'informalité. Et ils ont commencé réfléchir à d'autres indicateurs et à d'autres aspects à introduire pour mesurer l'informalité. Donc, de dire l'informalité, c'est un phénomène, on va dire, euh,
dynamique peut-être, et on va le voir après avec les facteurs, Tout à etc. fait. Ma deuxième remarque, ou peut-être une information, vous avez parlé de les enquêtes qui ont été réalisées aux différents pays de la région MENA. Et pour la Tunisie, en fait, en 2022, le PNUD avec l'Institut national des statistiques en Tunisie, ils ont réalisé une grande étude enquête sur l'informalité et sur l'emploi informel. Donc, on a des nouveaux statistiques par rapport à ce sujet, même si les statistiques ne sont pas beaucoup de variance par rapport à ce que vous avez déjà présenté en 2014. Et voilà, donc ça réfléchit par rapport à notre titre du thème ou sujet à débattre, c'est les solutions en suspens. Donc voilà, donc on n'arrive pas vraiment à réduire l'impact de l'informalité ou la propagation de ce phénomène. Les idées ne manquent pas, les solutions ne manquent pas, mais c'est l'application. J'ai juste peut-être une question par rapport à l'économie souterraine. Et il y a différentes couches, on va dire, dans l'économie souterraine. Vous avez parlé de l'aspect illégal, tout ce qui est contrebande, et etc. Et aussi l'aspect, on va dire, légal. Légal, je ne sais pas si on pourra parler de l'économie grise et aussi l'économie de rue. Parce qu'on a ces deux phénomènes, ça existe en Tunisie. Et maintenant, nous sommes en train de travailler sur des politiques publiques sur ces deux phénomènes. Donc, si vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à l'économie de rue, l'économie grise et aussi, voilà, où est-ce qu'on peut les classer Alors, l'économie grise, en fait, il y a un florilège de termes qui ne sont pas tous des concepts, mais qui ont été inventés Hmm. depuis 50 ans, et on peut encore en rajouter. Il y en a qui sont tombés un peu en déshérence depuis que, à la fois, le BIT d'un côté et la Banque mondiale de l'autre ont fait des efforts pour en partie converger et pour définir plus précisément. Alors, le gros problème, puisqu'on est toujours dans l'analyse multidimensionnelle avec ce phénomène, c'est qu'on s'en remet aux instruments de mesure. Le plus Mhm. simple, c'est d'utiliser la boîte noire que constituent les modèles structurels de l'économétrie, et à ce moment-là, on fait de la shadow economy et on ne prend en compte que le marchand. Mais du coup, D'accord. on se trompe sur un point qui est critique. L'économie illégale fait déjà l'objet d'une politique de prohibition. Et alors, l'effort est ou n'est pas suffisant peut-être, mais pour être éradiqué autant que faire se peut. Tandis que l'économie souterraine, pour une part, elle demeure grise, voire elle est difficile à mesurer si elle est purement statistique. En gros, ce sont les incapacités que peut avoir l'Institut de statistique d'identifier des ménages, par exemple, qui emploient des personnes, et il y en a de nombreux, mais ça ne fait pas l'objet ni d'enquête ni de déclaration. D'accord. Et c'est le cas notamment des femmes dans un certain nombre de pays MENA, bien que cela emploie des jeunes filles qui devraient être scolarisées. Et ça pose un énorme problème à la fois éthique, économique et légal. Oui, Donc tout à la fait. frontière entre le légal et l'illégal n'est pas toujours clairement établie. Ça permet à ceux qui veulent faire une définition englobante de parler de shadow economy. Et puis pour ceux qui cherchent à identifier des mesures de politique publique qui soient spécifiques, il faut identifier ce que représente le souterrain et ce que représente l'informel. Dans Mhm. l'informel, ben bien sûr, les vendeurs de rue font partie de l'informel. Il ne faut rien d'illégal en soi, sauf qu'ils ne sont Mhm. pas déclarés, donc on ne peut pas mesurer dans quelle, euh, dans quelle situation professionnelle ils se trouvent. Il est plus vraisemblable, quand il y a des enquêtes,
que l'on découvre qu'ils ne sont pas couverts par la sécurité sociale, mais qui sont employés par des entreprises qui sont formelles, un petit magasin qui leur dit, ben voilà, tu vas vendre dans la rue, parfois devant le magasin, c'est assez connu. Et donc, c'est à la fois visible et très mal enregistré. Une autre activité très importante, les femmes qui reprennent une activité après avoir élevé leurs enfants, c'est souvent, il y a eu quelques enquêtes qui ont été faites, qui ouvrent un atelier au sein de leur maison, qui font de la broderie, qui font des robes, des choses diverses, de l'artisanat. Ça n'apparaît nulle part dans les comptes nationaux. Donc, on a une sous-estimation à la fois de la valeur ajoutée et de l'activité en termes d'emploi. Et on ne peut pas dire que ces femmes soient inactives. Elles sont typiquement actives. Mais simplement, on n'entre pas dans les maisons et ça ne permet pas d'être identifié lorsqu'on fait un répertoire des activités économiques, puisqu'on se sert essentiellement des activités déclarées, celles-ci ne le sont pas. Donc, encore une fois, je pense que vous avez parfaitement raison, nous sommes toujours dans une certaine forme de flou. Alors, c'est heuristique et ça fait avancer la réflexion et la mesure, mais pour autant, on a du mal à réduire le flou en question, parce qu'il y a également un troisième phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a trois théories de l'informel qui ne sont pas convergentes. Et c'est le point. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre commentaire. Oui, oui, tout à fait. Bon, je vous remercie. Alors, je me propose de faire très brièvement. Vous m'arrêtez parce que je peux devenir bavard. Il y a une absence de consensus entre trois théories de l'informalité. Alors, la théorie qui est la plus identifiée, qui est la plus ancienne et qui est sans doute la plus robuste, c'est la théorie dite du dualisme, ou plus exactement de la segmentation, et qui fait l'hypothèse que l'existence d'un secteur informel tient à l'existence de barrières à l'entrée dans le secteur formel, public ou privé, où les individus disposent d'avantages particuliers, par exemple la protection sociale, par exemple une meilleure rémunération, tandis que les informels, par définition, sont barrés par ces barrières à l'entrée pour entrer dans l'économie formelle et du coup demeurent dans l'économie informelle faute de mieux. Donc c'est un choix contraint, ce n'est pas une volonté, sauf pour un nombre restreint d'individus, notamment jeunes. Et c'est plus particulièrement vrai lorsque l'entrée sur le marché du travail pour les jeunes se fait là où c'est le plus facile, quand on ne trouve pas de solution. Oui, tout à fait. La deuxième théorie, c'est la théorie dite structuraliste, qui met l'accent au contraire sur la subordination des entreprises informelles aux entreprises formelles à travers la sous-traitance. Mais qui met l'accent non pas sur l'offre de travail comme le dualisme et sur la demande de biens, mais qui s'attache à la demande de travail et à l'offre de biens. Et on peut dire la même chose de la troisième et plus récente de ces théories, qui est largement popularisée par Hernando de Soto, l'économiste péruvien, qui fait valoir que les micro-entrepreneurs individuels, donc là on est clairement du côté des entreprises et pas du côté des travailleurs, se situent volontairement en dehors de l'économie formelle, ou bien sont exclus en raison d'obstacles bureaucratiques tels que, par exemple, la réglementation exigée pour se déclarer, qui est à la fois coûteuse, complexe, qui est chronophage, qui prend du temps, et qui parfois exige une forme de corruption, de telle sorte que les entreprises puissent s'enregistrer ou bénéficient de l'accès parfois à des marchés publics. Bon, la corruption est un autre phénomène, mais il vient pour partie interférer, bien sûr, parce que c'est une solution qui, comme disent les cyniques, vient huiler les rouages quand la réglementation est trop stricte. Je ne fais pas de plaidoyer pour la corruption, bien évidemment. Alors, si on regarde une enquête récente, l'enquête Sawa, sur laquelle j'ai travaillé, on voit qu'il y a des écarts très substantiels entre l'emploi formel et l'emploi informel,
Et ceci se vérifie aussi bien d'ailleurs pour les femmes que pour les hommes. Il s'agit de jeunes, donc qui ont moins de 30 ans. Uniquement sur l'Afrique du Nord, je n'ai pas repris les données sur le Liban qui sont relativement plus limitées. Et on voit que dans ces 4 pays, Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie, sur moins de 2000 travailleurs jeunes, nous avons des écarts très significatifs entre salariés et non salariés, entre salariés hommes et salariés femmes, ou non salariés hommes et non salariés femmes. Ce qui m'amène aussi à mettre l'accent, et là-dessus, le BIT, enfin l'OIT, vous avez raison, mais le BIT qui en est le bras exécutif, ont progressé sur la mesure de la segmentation par genre. Et ça, c'est un progrès qui a été enregistré au cours de la précédente décennie et qui fait l'objet maintenant d'indicateurs sexo-spécifiques, comme on dit, systématiques. C'est un des points sur lesquels on a probablement progressé. L'autre point étant, et c'est lié au premier, de bien prendre en compte la dimension non marchande. Quand on dit que les femmes ne travaillent pas dans les pays MENA et que l'accès au marché du travail est l'un des plus limités au monde, en fait, il faut bien distinguer. Les femmes ne sont pas actives au sens où elles ne sont pas rémunérées. Par contre, le travail domestique qu'elles fournissent est considérable et elles sont les premières à s'occuper des enfants, notamment, voire à prendre en charge aussi les seniors, d'une manière générale, dans une logique de production familiale, entre guillemets. Et ceci n'est pas rémunéré. Alors, on suppose que s'il y a quelqu'un qui vient pourvoir au revenu du ménage, qui est généralement l'homme dans la tradition patriarcale qui prévaut dans ces pays, mais qui ne prévaut pas dans tous les autres pays, par exemple, eh bien, encore faut-il que les femmes ne soient ni veuves, ni divorcées, ni répudiées, sinon elles tombent dans le statut de famille monoparentale où elles sont amenées à travailler. Et du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre peuvent être amenés à travailler comme salariés ou éventuellement comme non salariés à leur propre compte, pour autant qu'elles aient un minimum de capital humain et de capital matériel pour pouvoir le faire, lorsqu'il s'agit de créer des petites entreprises. Donc, la segmentation a du sens parce que les écarts sont très substantiels. Et évidemment, ceux qui ont des avantages ne souhaitent pas que des jeunes viennent les concurrencer. Et donc, on rentre dans cette logique d'insiders-outsiders, où les outsiders qui veulent rentrer sur le marché formel se voient barrer la route par les insiders qui disent il faut conserver nos avantages, et notamment on utilise, on instrumentalise les conventions collectives, le soutien de l'État et des syndicats, etc. Chose très, très connue et déjà un peu documentée, mais qui pourrait l'être plus encore en Tunisie à travers le pouvoir dont l'UGTT pouvait disposer jusqu'à présent. Alors, si on regarde justement la segmentation selon le genre, la segmentation de l'emploi informel, qu'on appelle aussi la vulnérabilité au risque de pauvreté, qu'on mesure par le statut et le revenu, qui vont de pair, hein. On voit que le risque est croissant et que le revenu est décroissant. Alors, j'ai fait une représentation en couleur qui est plus parlante. Si on met en bleu les hommes et en rouge les femmes en italique, on voit que les employeurs informels, les salariés réguliers, toujours informels, et les travailleurs à compte propre, qui sont des non-salariés informels, se situent sur la pyramide ou sur l'escalier en haut, c'est-à-dire disposent d'avantages qui sont plus importants, revenus plus importants, que les employés domestiques et irréguliers, généralement qui sont des femmes, ainsi que les aides familiales, qui sont également des femmes, et qui ne sont pas bien souvent rémunérées. Donc, la segmentation selon le genre est un problème majeur, qui est maintenant un peu mieux identifié indiscutablement par l'Organisation internationale du travail. Voilà, je pense avoir répondu en partie, j'espère de façon satisfaisante, à votre première batterie de questions. Pour les autres, ça ira un petit peu plus vite.
Euh, en fait, c'était l'objectif et je vous remercie parce que vous avez balayé certaines, on va dire, confusions qu'on a personnellement que j'ai pour quelques concepts et aussi de revenir sur l'aspect dynamique de ce concept, c'est-à-dire on trouve à chaque fois et pour chaque période quelque chose de nouveau, que ce soit des nouvelles approches, aspects, concepts. Et la dernière partie sur la segmentation, elle est très intéressante. Et c'est vrai qu'en Tunisie, nous commençons à travailler sur la segmentation genre et plus particulièrement pour tout ce qui est, vous avez ici indiqué les employés domestiques ou j'ai indiqué le concept, c'est le travail de soins non rémunéré des femmes, Tout à un fait. concept que nous Le sommes CARE, en oui, train, oui. exactement, et nous sommes là en train de, il y a plusieurs études qui sont en train d'être réalisées pour faire un état des lieux déjà, de commencer de cerner à peu près cette population-là qui travaille euh, pour dans tout ce qui est domestique, mais qui n'est pas rémunéré. Et je vous remercie vraiment pour l'ajout de cette partie par rapport à la définition des différents concepts de l'informalité. Alors, ma deuxième Si je peux me permettre question, juste c'est une incise, oui, il y a eu un fait marquant. La récipiendaire du prix Nobel d'économie est une femme. Elle est la oui, seule à l'avoir obtenu, alors que pour Esther Duflo ou d'autres, c'était Elinor Strom avec un homme, où elle partageait cette ce prix. récompense, Mhm. Claudia Goldin. Et son travail a essentiellement consisté, avec les instruments de l'analyse économique qu'on pourrait qualifier de conventionnels, de mettre en évidence que l'enjeu du travail des femmes et tout ce qui pouvait être lié à des formes de discrimination et les politiques qui peuvent être mises en œuvre afin de surmonter cette discrimination étaient un enjeu aussi bien social qu'économique, pardon, dans les pays développés, mais que cela pouvait l'être également dans les pays en développement. Et ça fait écho à ce que vous dites. On commence, sans que les hommes ricanent maintenant, à faire des études de genre qui ne sont pas des études au sens américain, où on veut promouvoir une forme de féminisme, en tout cas pas de façon affichée, mais simplement dire, ben voilà, la moitié de la population est constituée de femmes, comment se fait-il que moins de 20% travaillent? Et on gaspille. Or, en fait, on creuse, elles travaillent, mais elles ne sont pas rémunérées, ou bien elles travaillent, mais dans le domaine du non-marchand, ou bien elles travaillent, mais pas aux mêmes époques de la vie. Le paradoxe est d'autant plus violent que les filles réussissent mieux que les garçons dans le domaine des études. Donc le gaspillage est double. Les cyniques diraient Exactement. on forme des filles qui, de toute façon, ne deviendront pas des femmes travailleuses. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'on gaspille? Je ne suis pas en train de tenir un discours pro-taliban qui explique que les femmes ne doivent pas travailler, hein. Vous me comprenez bien. Je provoque simplement, en posant la question du point de vue de l'enjeu économique, c'est du gaspillage. Mm. Après, on Ok. peut discuter si les femmes se Mm. réalisent mieux dans le cadre du travail, dans le cadre de la famille, ou si elles arrivent à conjuguer. Alors, une caractéristique forte qui ressort de toutes les études, c'est qu'en général, la stratégie des femmes vise à occuper un emploi public parce que ça permet de concilier dans une certaine mesure l'activité salariée et l'activité domestique, notamment visant la prise en charge des enfants. Ce qui fait que les femmes sont largement représentées, certains diront surreprésentées, dans certains emplois publics, et notamment ce que vous évoquiez, tout ce qui relève du système de santé et d'enseignement. Et ceci n'est pas seulement vrai en Tunisie ou dans la région MENA, mais également, bien évidemment, en Europe occidentale et plus largement à l'échelle du monde. Oui.
Exactement. En fait, il faut faire la réflexion par rapport à ce gap qui existe, on va dire, et voir les raisons pour que ce soit pour remédier ou même pour comprendre, même si c'est volontaire par les femmes, mais on devra voir à quel pourcentage, à quel niveau, et s'il y a des obstacles pour que les femmes puissent intégrer le marché du travail, comment remédier à ces obstacles. Donc, il faut vraiment faire la réflexion et bien cerner le sujet avec les statistiques qu'on a. C'est vrai qu'en Tunisie, les diplômées femmes sont plus que les hommes. Malheureusement pour le travail, on a les femmes en chômage plus que les hommes en chômage. Tout à Donc, fait. C'est un paradoxe voilà. violent. Oui, 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 tout exactement. à fait. Bah, une chose Alors, toute simple, je fais juste une incise, mais quand on a fait des comparaisons il y a déjà longtemps de cela, plus de 20 ans, entre la France et l'Allemagne pour analyser la participation des femmes, on a simplement mis en évidence une chose toute simple. En France, plus qu'en Allemagne, il y a des crèches, il y a une prise en charge des mères de famille qui leur mhm, permettent de travailler. En Allemagne, largement moins. Et donc, ce que l'on pouvait penser être un problème d'ordre culturel, les femmes allemandes préféraient rester à la maison, les femmes françaises aller travailler dehors, est évidemment une vue de l'esprit complètement absurde. Simplement, soit il y a une infrastructure qui prend en charge les enfants, soit il n'y en a pas. Mais s'il n'y en a pas, la femme s'y colle parce qu'en règle générale, même, même s'il y a quelques exceptions, c'est rarement les hommes qui prennent en charge l'éducation des enfants, sauf si c'est les familles monoparentales hommes qui représente moins de 10%, 90% étant le fait de femmes. Donc voilà, effectivement, il y a des exact- données extra-professionnelles qui montrent qu'il ne suffit pas, mais qu'il faut mettre en œuvre une politique d'infrastructure si on veut avoir des évolutions significatives, et sur le long terme, les évolutions sont très significatives. exactement. Euh, D'où ma deuxième question, c'est sur les principaux facteurs qui contribuent à la propagation de ce phénomène de l'informalité et spécifiquement dans la région MENA avec les différentes cultures qu'on a. Je voudrais bien rajouter une autre couche à cette question, vu que vous avez commencé par donner un peu plus de lumière sur l'évolution du concept de l'informalité depuis les années 70. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans les années 2000, nous sommes en 2023. Est-ce on a gardé les mêmes facteurs? Est-ce qu'il y a certaines évolutions par rapport à certains facteurs? Est-ce on a pu remédier et éradiquer certains facteurs ou obstacles pour réduire ce phénomène? Alors, il y a deux aspects, mais vous avez anticipé sur la troisième batterie de questions où il y a effectivement des modalités de politique de formalisation. Mais déjà sur les facteurs, je l'avais dit en préambule, enfin dans mon introduction, nous avons affaire à des populations jeunes. Ça, c'est une distinction majeure avec un certain nombre, une majorité de pays développés qui vieillissent. La région MENA est jeune, plus de la moitié de la population est âgée d'au moins de 30 ans. Donc, lorsque l'on met l'accent sur les jeunes, notamment leur relation au marché du travail et à l'emploi informel, on ne se trompe pas de cible, sachant que lorsqu'ils deviennent plus matures, soit ils ont intégré éventuellement un emploi formel, soit ils vont retourner de l'emploi formel vers l'emploi informel lorsqu'ils deviennent seniors, mais c'est une activité d'appoint. Donc, les jeunes constituent la cible, j'y reviendrai. D'une manière générale, soit parce que le capital humain est déficient, soit parce qu'il y a absence de réseau, les jeunes butent sur les barrières à l'entrée pour accéder à l'emploi formel. Et malgré l'existence d'un certain nombre d'institutions qui sont là pour apparier l'offre et la demande de travail, on s'aperçoit que ça passe très largement hors des institutions et que c'est d'abord un problème de réseau familial. Bon, plus la famille est, dispose d'un capital humain élevé, plus la famille a un capital social en termes de réseau important et plus l'insertion des jeunes est facilitée et inversement. Et on voit aussi une distinction assez forte entre milieu rural et milieu urbain de ce point de vue-là. En revanche,
l'accès à l'emploi informel qui est moins protégé ou moins rémunéré est facile d'accès. Pourquoi est-il facile? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun blocage, il y a une demande, j'y viens après dans l'argument suivant, il y a une demande de travail qui est tout à fait importante et on peut trouver un emploi, y compris, comme disait un politique bien connu, en traversant la rue. Donc, il y a une faible mobilité professionnelle des travailleurs, qu'ils s'habituent à leur situation ou qu'ils soient plus particulièrement en but à des barrières à l'entrée, de telle sorte que l'accès à l'emploi formel est difficile. Il est peut-être plus systématique s'agissant de l'emploi public pour les femmes, mais pas particulièrement pour les hommes. Sachant aussi que si on regarde en fonction du capital humain, même dans l'emploi formel, mais ça c'est un autre sujet, on voit qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes et une préférence à l'égard des hommes. C'est aussi un des sujets importants en la matière, même s'il est un peu adjacent. La deuxième chose, c'est que la création d'emplois favorise la main-d'œuvre informelle. Tendanciellement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une inadéquation entre l'offre de travail des travailleurs et la demande de travail des employeurs. Les employeurs vont dire, les jeunes, d'accord, ils ont un diplôme, mais ils n'ont pas d'expérience professionnelle, ils n'ont pas fait de stage, ils n'ont pas de compréhension élémentaire de ce qu'est une stratégie marketing pour savoir à quel client on s'adresse. Et inversement, les jeunes expliquent qu'ils souhaiteraient quand même avoir un travail rémunéré dans le secteur formel, avec tous les avantages qui s'y attachent, sans immédiatement comprendre que l'accès étant difficile, il faudra qu'ils passent, peut-être pendant très longtemps, par un emploi informel, et que ça fait partie aussi de l'apprentissage sur le tas. La création d'emplois qui ne comble pas l'offre de main-d'œuvre pour les services spécialisés. Et effectivement, ça demande de la compétence et pas simplement de la connaissance acquise dans le cadre du diplôme. Et que par ailleurs et simultanément, la capacité d'absorption du secteur public a diminué. Alors pas partout, il y a des pays où, par exemple l'Algérie, on continue à faire gonfler le secteur public tout en déclarant qu'il a diminué. Mais en revanche, c'est tendanciel en Égypte, c'est assez marqué au Maroc et dans une moindre mesure en Tunisie, de telle sorte que les places deviennent beaucoup plus difficiles d'accès. Et la dernière chose, c'est que si on regarde, alors il faudrait une analyse plus fine, là je fais un peu à l'emporte-pièce, la création d'emplois, elle est orientée vers des secteurs qui sont labor intensive, qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre. C'est le cas de l'industrie, c'est le cas du bâtiment et de la construction. Et ce sont des secteurs qui, justement, embauchent une part importante de la main-d'œuvre informelle qui s'avère moins coûteuse. Alors là, classiquement, pourquoi est-ce que les entreprises embaucheraient des informels plus que des formels? Si la qualité du travail n'est pas très importante, si les tâches sont répétitives, autant embaucher des informels, ça réduit les coûts, on fait de la sous-traitance. C'est l'argument que développe la théorie structuraliste. Alors après, ces entreprises seront bloquées par une main-d'œuvre qui n'a pas le niveau requis pour accéder à un stade plus élevé, passer à l'exportation, pouvoir être compétitif par rapport à d'autres entreprises qui deviennent compétitives. Donc, les entreprises ou d'autres institutions auraient intérêt à favoriser la formation professionnelle, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays MENA, y compris en Tunisie, alors que c'est là où l'effort est important et c'est là où l'effort paye. Bien entendu, il faut se placer dans une perspective à l'échelle de la décennie et non pas à l'échelle de l'année. On voit les résultats qui peuvent se produire en 5 à 10 ans, mais pas d'une année sur l'autre. Et déjà développer les stages dans les formations universitaires de niveau intermédiaire, c'est ce qui se faisait un peu dans les ISET, me semble-t-il, en Tunisie, mais qui demanderait à être développé aussi à l'université. Donc voilà, sur ces deux facteurs, une faible mobilité professionnelle des travailleurs qui sont démunis ou pas de capital social et de capital humain,
et le fait que du côté de l'offre, les entreprises créent surtout de l'emploi sous la forme d'un emploi informel, parce que c'est là où c'est à la fois le moins coûteux et où la demande de travail est le plus importante. Bon, ce sera vrai dans une moindre mesure dans le commerce également. Alors, est-ce que j'ai répondu en Oui, partie à tout à votre fait, parce question? qu'on se retrouve, pour le cas de la Tunisie, beaucoup de facteurs qui ont été, déjà, cités ici, sont aussi propres pour le cas, de la Tunisie et c'est dans ce sens que, je vais directement à ma 3e question. C'est face à cette population, qui est, qui est dans l'informel, comment on peut, faire migrer cette population vers le formel? À travers quelle politique publique? Est-ce qu'on devra, créer des collaborations entre les différentes parties prenantes, gouvernement, organisations, entreprises, notamment bien évidemment et aussi les organisations et la société, civile? Alors, je vais sauter les 2 premiers points, hein, qui montrent qu'il y a des enjeux contradictoires entre ce qu'on veut et ce qu'on dit, et ce qu'on fait. Mmh, Parce que les entreprises se plaignent de la concurrence déloyale des entreprises informelles, ce qui est vrai, mais en même temps, les éléments de concurrence ne jouent que sur des micro-marchés locaux et des activités de subsistance, mais pas sur les commandes publiques ni l'exportation. oui. Donc ça Mmh dépend mh. du type d'entreprise. Les salariés réclament la protection sociale, ce qui est évidemment un avantage qu'on comprend très bien, mais ça renchérit les coûts du travail pour les entreprises, qu'elles soient formelles ou informelles. Et l'État doit identifier quel est le meilleur rendement fiscal et n'a pas forcément une bonne cible, en tout cas une cible pertinente. Bon, je ne développe pas plus. Quelle est la cible au fait? Est-ce que l'on veut mettre l'accent sur les entrepreneurs? Est-ce qu'on veut mettre l'accent sur les salariés? Est-ce qu'on veut mettre l'accent sur les deux? Si on se place du point de vue de la Banque mondiale, ce sont les entrepreneurs. On entend peu parler des travailleurs. Et si on se place du côté du Bureau international du travail, ce sont d'abord les salariés avant les entreprises. Donc l'aspect contradictoire fait aussi que l'enjeu est difficile à identifier et ensuite à traiter. Alors vous me demandez que faire? Politique globale ou politique ciblée? Mécanisme d'incitation ou pénalité? Est-ce qu'il faut de la carotte? Est-ce qu'il faut du bâton? Ou la conclusion qui paraît être la plus consensuelle, il faut les deux. Il faut être Mmh. généreux avec la carotte et sévère avec le bâton. Alors, on regarde ce qui a été fait. Les campagnes d'information sur les avantages de l'enregistrement des entreprises sont inefficaces. Exhorter les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, ça ne sert à rien. Ou ça ne peut venir qu'en appoint à une autre politique. Le guichet unique qui simplifie l'enregistrement des entreprises, qui incite à réduire les impôts et les cotisations de sécurité sociale, c'est efficace. La réduction des coûts d'enregistrement des entreprises et l'octroi d'une prime à celle qui s'inscrit, c'est efficace. Alors, ça dépend du montant, bien sûr. Si on regarde la formalisation des métiers, au-delà des conventions collectives, par exemple, les pénalités, l'application de la loi par l'inspection du travail a un impact mineur mais significatif. Et en plus, il est persistant. C'est-à-dire que les gens gardent en mémoire que le gendarme un jour s'est fâché et qu'il ne faut pas exciter le gendarme. Enfin, simplifier l'enregistrement des travailleurs, réduire les impôts et les cotisations sociales. Et il faut combiner la carotte et le bâton. Si on regarde donc les études expérimentales qui portent sur des petits échantillons et qui sont encore à la fois trop peu nombreuses et discutables du point de vue de la méthodologie, on peut tirer la conclusion générale que la formalisation qui cible les travailleurs est plus efficace que celle des entreprises, qui vise les entreprises. La formation professionnelle, il y a un certain nombre d'études expérimentales en Tunisie, s'avère efficace. Le soutien au développement des entreprises, y compris les services de microfinancement, s'est avéré efficace. En revanche, les services d'emploi, ça n'a aucune incidence.
Et l'emploi subventionné, ça a été pratiqué en Jordanie, en Tunisie, on pourrait évoquer l'Algérie aussi, n'a créé aucun emploi à long terme. Donc on sait quelles sont a priori les bonnes solutions et on peut écarter un certain nombre de mauvaises solutions, ou en tout cas de solutions qui ne sont pas efficaces en termes de formalisation de l'emploi. Alors pour conclure sur votre question, c'est une question de dialogue politique au sens large du terme et de coopération. Les parties prenantes dont vous parliez, c'est les offices statistiques, la chambre de commerce, les syndicats, les institutions de microfinance, les banques, les représentants de l'économie sociale et solidaire, sachant que par exemple les offices statistiques, alors c'est le cas en Tunisie, ont ceci de remarquable, c'est qu'elles couvrent à peu près du sceau du secret toute information. Et elles ne distillent qu'au compte que vous faisiez référence à l'étude du PNUD de 2022. J'attends de savoir comment elle sera publiée. Parce qu'à ma connaissance, pour l'instant, le PNUD a laissé fuiter une partie, mais je n'ai jamais rien vu à l'INS. Si l'INS se décide à publier, ça sera effectivement une contribution importante. Deuxième élément, faire appel à l'expertise régionale, européenne et internationale. Economic Research Forum et l'Association des économistes de la Méditerranée et maintenant de l'Afrique, ou les institutions européennes de type IOMED, ou le Bureau international du travail, bien évidemment, ont une réelle expertise qui peut être une aide ou une assistance utile aux parties prenantes. Premier point, recueillir des données fiables et évaluer les politiques. Bon, je ne vais pas détailler ici, mais je vais répéter ce que j'ai déjà dit, donc je ne le répète pas. Un très mauvais exemple, la Banque mondiale, qui fait des enquêtes entreprises qui sont fort bien documentées et qui ignorent le secteur informel. C'est-à-dire qui ignorent plus de 50% des entreprises, si ce n'est pas 70, si ce n'est pas 80%. Et qui en plus sont biaisées. Donc elles ne sont pas représentatives. Et pour avoir travaillé là-dessus, je m'aperçois qu'on obtient des résultats qui nous disent tout va bien pour les entreprises. Ce qui est évidemment fou. Il faut concevoir, évaluer la mise en œuvre et mesurer l'impact des politiques. Donc, combiner carottes et bâtons, et il y a un certain nombre d'expertises internationales qui peuvent être mobilisées. Et je termine sur deux autres points qui me paraissent importants. Concevoir et fournir une assistance appropriée en matière de financement. Alors là, c'est important parce qu'il faut répondre aux besoins des entreprises qui mettent en avant le fait que le manque de financement est la première ou la deuxième cause de la faiblesse de leur développement ou de leur dynamique. Donc réduire les exigences en matière de prêts. Les banques en Tunisie exigent encore de l'ordre de 250% du montant du prêt, ce qui est évidemment rédhibitoire, on ne peut rien faire avec ça. Il faut abaisser le taux d'intérêt des banques et il faudrait relier le réseau euro-méditerranéen de garantie, la Banque européenne d'investissement et la Sotougar, qui est un organisme d'assurance en Tunisie qui a déjà ouvert une perspective qui paraît tout à fait prometteuse. Aussi soutenir la participation des institutions de microfinance dans la collecte de financement participatif, qui est un élément nouveau, donc il y a une nouvelle dynamique et qui peut aider un certain nombre d'entreprises, souvent du fait de jeunes geeks ou autres, qui sont particulièrement bien formés dans le domaine des applications informatiques. Troisième point, c'est développer l'économie sociale et solidaire, et notamment les coopératives. Sachant que la Tunisie est le seul pays jusqu'à présent, mais il va peut-être faire école, qui a institué un cadre juridique pour l'ensemble de l'économie sociale et solidaire, et c'est largement copié, pour de bonnes raisons d'ailleurs, par la Jordanie, peut-être l'Égypte, on va voir. Mais enfin, c'est en cours. Faire valoir les bonnes pratiques et les success stories. On ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure parce qu'ils arrivent à l'heure, on pense que c'est normal. Mais il y a des entreprises qui ont un certain succès et il faut montrer comment elles y arrivent. Et puis, encore une fois, dénombrer, parce qu'on souffre beaucoup, en particulier quand il y a du secret statistique, du fait que les données ne sont pas disponibles ou ne sont pas représentatives ou ne sont pas consolidées.
et ne sont pas non plus diffusés. Et ça, c'est un grand, grand, grand manque en Tunisie comme ailleurs. Le Maroc étant peut-être un des rares pays MENA qui fait exception avec la Jordanie, où l'accès aux statistiques est un peu plus facile. Je crois qu'on a largement dépassé l'heure, c'est ça? Oui, mais Moi, j'ai le temps, c'est mais je ne veux intéressant. pas vous contraindre. Non, mais c'est très constructif et très intéressant. En fait, justement, par rapport à l'économie sociale et solidaire qui est assez, on va dire, c'est une orientation, on va dire politique en Tunisie. Nous avons voté la loi, ESS en 2020. Malheureusement, il y a certains décrets de loi, d'application qui n'ont pas été, annoncés, jusqu'à maintenant. Mais, au niveau de la loi, on trouve, plusieurs choses, la définition des acteurs, et aussi, l'organe qui va chapeauter tous les mécanismes de l'économie sociale et solidaire en Tunisie, sociale et solidaire. Et même, on parle au niveau de la loi de l'importance des statistiques, comme vous l'avez déjà évoqué, et aussi de la création du compte satellite pour avoir voilà, une idée assez globale et assez générale et pointue des acteurs et aussi du fonctionnement de l'économie sociale et solidaire. Je voulais juste rajouter autre chose. On a aussi voté en 2020 aussi la loi de l'auto-entrepreneur. Malheureusement, c'est pas encore, applicable, mais, il y a vraiment, on va dire des avancements par rapport à ça. Même, au niveau de l'auto-entrepreneur comme une solution pour faire migrer certains employeurs, certains travailleurs indépendants, vers la formalité avec, un statut vraiment spécifique et spécial pour éradiquer justement les obstacles d'entrée, que ce soit le coût et aussi, la partie, bureaucratie. Donc voilà. C'est bien de rappeler ça parce que moi, je ne l'ai pas intégré, mais on sait que, alors on appelle ça de manière un peu provocante, blanchir le travail au noir. Ça a été Mmh, pratiqué en France depuis mmh, 1994 avec un réel succès. Et en effet, si on supprime l'aspect coût ou contrainte ou absence d'enregistrement et qu'on simplifie à travers le guichet unique, mais en donnant un statut, et je crois que là-dessus, la Tunisie est un pays en pointe, au sein de la région MENA, on a résolu le problème formel. mmh, Ils cessent d'être informels, ils deviennent formels puisqu'ils sont enregistrés. Une bonne partie ne le fait pas, toujours un peu méfiant. Les femmes qui ont une activité à domicile, mais qui, sous la forme d'ateliers, produisent à la fois de l'auto-emploi, voire embauchent des personnes et créent de la valeur ajoutée, n'y ont pas recours, parce que souvent, elles ont par ailleurs le bénéfice de la protection sociale de leur mari. Donc, mais je pense qu'on est dans une logique qui est pertinente, en particulier pour ces mmh, micro-entreprises. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faudrait mettre l'accent là-dessus. Comme vous l'avez dit vous-même, le gros problème de la production juridique, c'est qu'elle n'est pas forcément suivie d'effets rapidement, voire parfois pas suivie d'effets du tout. Autrement dit, l'important, ce n'est pas la promulgation, c'est la mise en œuvre. Et donc, mmh. j'assistais tout à l'heure pour dire il faut mesurer l'impact. Si on ne mesure pas l'impact, on s'aperçoit que la meilleure bonne volonté du monde ne permet pas de produire des effets. Et bien Exactement. souvent, de manière cynique, alors je prends l'exemple parce qu'on l'avait testé en Algérie, on s'aperçoit qu'au-delà d'un discours assez convenu, l'économie informelle est un fléau, en fait, ce n'est pas un problème, c'est une solution. Parce que les Mmh, pouvoirs publics se disent, bah, s'ils ont une activité informelle, ils sont occupés, ils n'iront pas manifester. Ce qui est d'ailleurs une idée à très courte vue, parce qu'en réalité, ça ne les empêche pas de manifester. Et donc, les jeunes, on le sait, sont plus revendicatifs, dynamiques, critiques, contestataires. Donc,
c'est probablement un mauvais calcul. Mais lorsqu'il y a beaucoup de chômage, c'est une solution et non pas un problème. Ce n'est pas mon point de vue, hein. Euh, Oui, c'est clair. En fait, voilà, c'est pas par rapport les solutions, lorsqu'on on va, définir les solutions, je pense qu'on devra prendre, la population qui se trouve dans l'informalité et voir, chaque acteur, à quel point il est près de la frontière, de la formalité et parce que les en f je pense, les solutions vont être, différentes, si on regarde par rapport à un acteur qui est tout près de la sphère ou de, la ligne de la formalité et les personnes qui sont vraiment très, assez loin de cette frontière. Hem, donc voilà, même par rapport les solutions, je pense que ça sera intéressant, de faire des solutions spécifiques à chaque catégorie peut-être et comme par rapport à l'économie, sociale et solidaire ou l'auto-entrepreneur donc voilà. Oui, c'est tout à fait vrai ça. J'en ai pas parlé parce que il faudrait distinguer les niveaux d'informalité des catégories que l'on vise. Et en effet, le plus logique semble, en tout cas le plus facile, semble être de viser une couche qui malheureusement est très mince, des Mmh. informels de la couche supérieure, c'est-à-dire ceux qui ont déjà du capital humain, qui ont l'expérience acquise et à qui, à travers un jeu d'incitation, de suivi et aussi de pénalités éventuellement, d'abord les incitations, ensuite les pénalités, sont susceptibles de se formaliser. Il y a aussi le fait que par secteur, et là ça intéresse plus particulièrement les femmes, et c'est notamment le rôle que joue l'économie sociale et solidaire, notamment le secteur des soins de santé, mais aussi la prise en charge de la petite enfance que j'ai pas mentionné, permettrait aux femmes d'obtenir une rémunération, une protection sociale qui les formalise et qui les satisferait pour une part, et qui d'autre part serait conforme à la vision conventionnelle que l'on a de la place des femmes, qui est de participer plus largement au care que font les hommes de ce point de vue, à tort ou à raison d'ailleurs. Et donc les femmes devraient être, me semble-t-il, une cible majoritaire, alors que paradoxalement, elles sont celles qui sont le plus éloignées de l'emploi. Et donc, un moyen de les amener à l'emploi, même s'il ne faut pas surestimer l'impact que ça peut avoir, c'est de les inciter à intégrer l'économie sociale et solidaire à travers des formes coopératives ou des associations qui ont un statut suffisant, et le statut le permet en Tunisie, d'être employés avec un contrat de travail. Dans une Mmh. association, ça existe, pas seulement en Tunisie, bien sûr, Ah bon. ailleurs aussi. Et donc là c'est important parce que là, je pense qu'on a un besoin significatif de promouvoir l'empowerment des femmes dans les pays MENA. Ça permet de lutter contre les effets les plus néfastes du patriarcat, ça accroît la valeur ajoutée et l'emploi, bien évidemment. Et d'une manière générale, ça permet d'utiliser la main-d'œuvre qui est la mieux formée. Parce que si les Mmh. femmes diplômées ne travaillent pas, et à chaque fois qu'il y a un choc économique, on l'a vu lors du Covid, ben, les femmes sont en retrait du marché du travail, sauf sur celles qui sont évidemment employées avec un contrat en bonne et due forme dans le secteur public, et elles quittent. Mmh. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est à la fois les femmes qui sont le plus respectivement au chômage et qui sont le plus inactives, et celles qui sont les plus diplômées. Donc Oui. quelque part, ce paradoxe est violent. Oui, c'est clair, malheureusement. Hem, pour ma dernière question, en fait, on voulait, savoir plus par rapport à votre papier, «Fostering social businesses and formalizing the informal economy in MENA countries». Je vais essayer de traduire, le titre en français. «Favoriser les entreprises sociales et formaliser l'économie informelle dans la région, MENA».
Vous traitez ici le rôle de l'entreprise sociale dans la formalisation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer plus sur le sujet? Alors, volontiers, donc j'avais prévu quelque chose sur ce quatrième sujet. Donc, d'abord, j'ai parlé du cadre juridique. C'est important que le cadre juridique donne son statut aux entreprises sociales et solidaires, qui représenteraient 1% du PIB, mais on n'a pas de compte satellite encore construit, c'est une estimation en Tunisie, et c'est le seul cas pour lequel on a ce type d'évaluation. Alors on a fait une comparaison à travers une recension, c'est beaucoup de recherche desk research, mais c'est aussi, enfin recherche documentaire, pardon, mais c'est aussi des recoupements qu'on a pu observé qui montre que le paysage est assez différent selon les pays MENA. Par exemple, le Liban, où c'est bien documenté, les coopératives emploient moins de 5 salariés à temps plein, mais plus de 6 à temps partiel. Ce sont donc des micro-entreprises, mais qui sont largement supérieures en termes d'emploi à ce qu'est l'auto-emploi d'une seule personne, ce qui est le cas de la majeure partie des micro-entreprises. Le nombre de coopératives a augmenté en Jordanie, au Maroc et en Tunisie, et le ratio entre les salariés employés et les coopératives a augmenté en Jordanie, mais il semblerait qu'il ait baissé au Maroc. Là, je vais documenter en montrant simplement quelques éléments d'un tableau. Les sources de financement varient selon les pays, essentiellement l'autofinancement, les dons et les subventions. Et la Tunisie combine de manière pertinente l'ensemble de ces trois sources. Alors, les entreprises contribuent à la formalisation des employés, d'abord parce qu'elles embauchent, le secteur embauche. Ensuite, parce qu'en contrepartie, puisqu'il a un statut, il peut formaliser au sens où il dote les travailleurs d'un contrat de travail et qui leur donne également accès à la protection sociale et à une rémunération qui paraît être plus importante, même si elle n'est pas forcément très élevée, que celle qui est obtenue dans le cadre d'un emploi informel. Donc, création d'emplois dans divers secteurs et fourniture d'une protection sociale, ce qui participe à l'empowerment des femmes en particulier. Si on regarde les données qui sont très fragmentaires, c'est ce qu'on avait réussi à collecter sur la région MENA. On a quelques données sur l'Égypte qui ne sont pas forcément les mêmes sources ni les mêmes années qui sont prises en considération. Sur la Jordanie, une au Liban, 3 au Maroc, 2 en Tunisie et une en Palestine. Bon, on n'a pas toujours des données sur l'emploi créé, parfois on l'a, et ce que suggèrent ces données, c'est que le secteur, si on peut l'appeler ainsi, de l'économie sociale et solidaire crée de l'emploi. Et plus particulièrement, pas exclusivement, pour les femmes. D'autre part, cela permet également de faire en sorte que la création d'emplois soit celle d'un emploi formel. Donc ça aura tendance à formaliser un emploi qui jusque-là pouvait être informel si les conditions sont requises pour que ces travailleurs puissent être embauchés en ayant le capital humain et les compétences donc dans le capital humain qui le permettent. C'est vrai dans le secteur santé, c'est vrai dans le secteur de l'enseignement et plus particulièrement pour les femmes. On peut penser au soutien aux cours, on peut penser aux soins pour la petite enfance, les crèches. On peut penser évidemment à tout ce qui relève du secteur santé au sens large du terme et qui me paraît être un élément fondamental. Donc là, j'ai résumé très rapidement le papier Fostering the Social and Solidarity Economy. Il est, je crois, en libre accès, donc en tout cas dans la publication de l'ERF. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a du chemin à parcourir. Si on compare la Tunisie, qui est peut-être le pays le plus avancé, mais encore une fois, on ne dispose pas de comptes satellites qui permettent la comparaison parmi les pays MENA au cas européen, et je ne parle même pas au cas canadien, où l'économie sociale et solidaire est très fortement développée.
On peut penser aux banques, par exemple. Les principales banques au Canada sont notamment la Caisse des Jardins. Et donc, c'est une coopérative. On peut retrouver des banques coopératives en France. On peut trouver le secteur des mutuelles. Alors, des mutuelles de santé comme des mutuelles qui garantissent toute une série de risques. Et les mutuelles comme les coopératives sont des entités à but lucratif. Donc du coup, cela crée de la valeur ajoutée identifiée en même temps que cela crée de l'emploi et ça favorise d'une manière générale la diminution progressive de l'emploi informel au regard de l'emploi formel, comme le montre la théorie de la segmentation ou du dualisme. Les pays qui ont un faible emploi informel, disons dans les pays d'Europe occidentale, c'est ce qu'on observe, on a à peu près 15% de la main-d'œuvre qui relève de l'emploi informel. Dans les pays MENA, c'est plus de 50%. Donc le chemin à parcourir reste encore assez considérable, mais la conviction forte, c'est que de manière indirecte, les politiques de croissance, même ralenties, ont un impact bénéfique sur la réduction de l'informalité. Tout simplement parce que l'intérêt des entreprises est de créer des emplois qui soient valorisants pour l'entreprise, mais qui le sont également pour les travailleurs eux-mêmes. Donc, accroissement du capital humain, développement des compétences, accroissement des marchés, gain de compétitivité. Ça, c'est un discours que les économistes entendent bien. Indépendamment de toute considération sociale, qui est également importante, puisque les informels sont le plus souvent des pauvres. Faible activité, souvent activité de subsistance, faible rémunération, absence de production, sans compter certains pays où le travail des enfants est encore largement toléré, on pense au Maroc notamment, pas de manière aussi flagrante en Tunisie où c'est bien réglementé, qui là aussi est une source d'informalité considérable. Voilà, j'étais un peu rapide sur ce dernier point parce que je sais que l'heure tourne. Oui, exactement. Et on a pris beaucoup de temps, donc on vous remercie beaucoup. En fait, voilà, j'avais une question, mais vous avez déjà répondu par les success stories d'autres pays qui ont utilisé l'économie sociale et solidaire, comme le Canada ou d'autres pays. Mais aussi, je pense, j'avais en tête, est-ce qu'on pourra voir les résultats de ce mécanisme rapidement sur la diminution de l'informalité dans un pays? Hem, je pense que oui, parce que si on va créer une entreprise, donc ça crée de l'emploi, donc hem on peut faire, la balance de emploi formel, ça va être, plus importante que, la balance, de l'emploi informel. On peut espérer, sachant que les enjeux sont contradictoires, que les intérêts sont contradictoires et qu'on ne fait pas ce qu'on dit, on ne dit pas ce qu'on fait. Oui. Donc ça, c'est un blocage majeur et c'est un blocage d'ordre politique au sens le plus large du terme. Et donc, c'est forcément long et compliqué. Moi, je vous propose, si je suis encore en état, vous m'interviewez dans 5 ou 10 ans et on aura des résultats peut-être plus probants. Ça ne veut pas On dire que je sois l'espère avant. pessimiste. Ça ne veut pas dire que je sois On pessimiste, l'espère mais avant. disons, à l'échelle locale, vous avez raison, on pourrait observer des progrès significatifs ou à l'échelle des secteurs. On peut regarder la formalisation des entreprises à l'échelle des chambres de commerce. Là, il y a, à l'échelle micro-locale, on a des instruments qui permettent de mesurer. À l'échelle macroscopique, je suis un peu plus sceptique parce que c'est compliqué à mesurer, à imputer. Quelle est la cause? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Vraisemblablement oui. Et qu'est-ce qu'on mesure exactement? Mais ça ne nous, comment dirais-je, ça ne nous empêche pas de faire les deux, c'est-à-dire des success stories et des analyses micro, et puis un point de vue plus macro si on a les instruments de mesure adéquats. Exactement. Souvent, c'est indirect. C'est pour ça que le grand succès des traitements économétriques, c'est que ça permet à moindre coût, alors que les enquêtes sont très coûteuses, de tirer un certain nombre d'estimations.
Les estimations sont très fragiles, il faut bien se le dire. Mmh, mmh, mmh. Exactement. On l'espère de toute façon, je voulais vous remercier infiniment pour, cet échange très constructif, et très intéressant. On espère, vous avoir pour d'autres réflexions sur le sujet et d'autres sujets. Merci encore et peut-être à très bientôt pour d'autres interviews et voilà donc Merci beaucoup, merci beaucoup.